Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les violences faites à l'égard des femmes ne sont plus un banal phénomène, mais un fléau qui met en émoi la société. Si le mois de mars est consacré pour évaluer l'apport politique, économique, social et culturel de la femme pour le développement du pays, le mois du février est un mois que nous devions nommer noir, de par la recrudescence de la violence faite contre les femmes, pour reprendre les mots de l'éditorialiste Bakhtar Frank. Une violée, poignardée en pleine capitale alors qu'il était sur le chemin de l'église. L'autre, âgée d'une vingtaine d'années, tuée également une nuit dans la capitale N'Djamena. Une autre battue, décapitée et laissée pour morte à l'aide d'une machette par les bailleurs de sa maison en plein jour. Tel est devenu le quotidien de N'Djamena ces derniers temps. Pourquoi une telle violence extrême à l'endroit des femmes? Pourquoi les lois en vigueur réprimandant des viols et meurtres ne dissuadent pas les criminels? Mesdames, Messieurs, en prélude de la Semaine nationale de la femme, le projet Voix de paix que pilote l'ONG Equal Access, sur financement de USAID, vous propose ce soir de parler de ce fléau qui met en mal le bien-être des citoyens et nous amène aussi à faire le lien avec l'extrémisme violent et proposer bien évidemment des pistes de solutions pour atténuer ce mal. Mesdames, Messieurs, bienvenue au débat de Electron Télévision en partenariat avec le projet Voix de paix. Bonsoir Monsieur Mété Félix. Bonsoir. Et bienvenue surtout à ces débats. Vous êtes un fin connaisseur des faits sociaux. Quelle analyse faites-vous déjà de cette recrudescence de violence sur les femmes ces derniers temps? Eh bien, c'est plutôt, je dirais, une observation triste et qui me peine. Comme on dit, c'est des faits qui brisent le cœur. Lorsque vous l'évoquez, surtout les deux cas que j'ai observés, connus, et voilà, ça... Il n'y a pas de mots pour exprimer cette brutalité, cette barbarie, oui, surtout faite aux femmes. Effectivement. Tout à fait, on a conscience de cela et surtout les femmes ont pris conscience de cela et du coup, tous azimuts, des collectifs se sont mis en place, des associations plus ou moins se sont mises en place et surtout pour dénoncer ces fléaux. Et notamment, parlant de collectifs, il y a un collectif dénommé Tambour de Silence qui était automatiquement mis en place afin de mener des activités allant dans le sens de la sensibilisation et autres, bien évidemment. Quelle est la particularité du moins de ce collectif, Madame Dikolom, Madame Raïssa Gartisibaï, qui est avec nous ce soir? Bonsoir, Madame. Bonsoir. Quelle est alors la particularité de votre lutte alors? Bon, à mon humble avis, je pense que la particularité du collectif est tout simplement la recherche d'une solution et le besoin d'arriver à neutraliser. On ne peut pas neutraliser complètement une violence, mais on essaye quand même d'en parler et de faire une sensibilisation tout autour afin que nos jeunes frères ou sœurs puissent comprendre ce qui se passe et peut-être dans l'avenir espérer vraiment une considération à l'égard de toutes les femmes. Bonsoir aussi Madame Moudi Beldoum, vous êtes juriste, membre de l'association des femmes juristes du Tchad. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors, vous aussi, quelle analyse vous faites véritablement de l'actualité qui ces derniers temps est teintée par les cas de viol, de meurtre dans la capitale? Merci. Comme vous venez de le dire, N'Djamena, la capitale, a enregistré au mois de janvier et février 2020 des cas de violence, de viol et d'assassinats les plus crapuleux. Et je dirais que le viol commis sur les deux femmes sont les formes les plus graves d'agression sexuelle. C'est des traitements humiliants, dégradants et inhumains à l'endroit des femmes. C'est en quelque sorte des atteintes à la dignité, à l'honneur des femmes. Donc, tout le monde est interpellé. D'accord. Les forces de l'ordre, la population et les organisations de la société civile.
Bonsoir aussi à vous, Madame Dikolomne Modalbaï. Vous êtes présidente de l'antenne de CELIAF N'Djamena. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Du coup, Madame, vous, avec votre institution, vous avez une très grande expérience dans le domaine de la lutte, surtout de la revendication en ce qui concerne la femme dans sa grande diversité. Du coup, dites-nous aussi votre appréciation et surtout ce que vous pensez de ce recrudescence de violence à l'endroit des femmes ces derniers temps. Vraiment, nous, en tant que CELIAF, en tant que représentants des femmes, nous sommes vraiment écœurés. Les mots nous manquent pour exprimer cette douleur-là. C'est une douleur très atroce pour nous quand nous voyons nos soeurs, nos filles mourir d'une façon atroce. Ça fait très mal. Et nous, CELIAF, nous déplorons vraiment ces actes-là à l'endroit de la population en général et particulièrement à l'endroit des femmes. Nous faisons la dénonciation. Nous faisons aussi le plaidoyer. Nous sensibilisons. C'est notre quotidien en tant que CELIAF parce que nous défendons les droits des femmes. C'est notre quotidien. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la tristesse quand nous voyons que dans notre capitale, il y a de tels actes encore qui se passent à l'endroit des femmes tchadiennes. Ça nous fait très mal. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, je vous informe que vous pouvez participer au débat directement en nous envoyant vos réactions par SMS sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et contribuer aussi à cette thématique qui est, à notre avis, très très important et du point de vue de la société. Bien évidemment, parlant de la société, nous allons revenir auprès de notre sociologue pour mieux comprendre parce que justement, c'est un fait qui touche la société dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qui justifie selon vous, cette recrudescence? Parce que, étant tchadiens, nous ne connaissons pas ce genre de violence, je dirais, il y a de cela 5 ans, 10 ans, M. Bété Félix. Ce n'est pas le cas, et du coup, comme ça, du jour au lendemain, bouf, nous arrivons à, j'allais dire, tout simplement, à une extrémité de violence, pour ne pas dire une violence extrême. Oui, en effet, je crois que le feu couvait sous la cendre. C'est qu'il y avait une démultiplication des faits graves, des viols de mineurs qui se faisaient déjà dans les villages, dans nos marchés hebdomadaires. Et vous savez, c'est des faits qui étaient devenus anodins. Les viols sans meurtre. Ça se passait. Et regardez un pays comme l'Afrique du Sud, eh bien, il y a plus de 100 viols par jour. Et 2-3 meurtres par jour en Afrique du Sud. Donc c'est pour dire que plus le viol augmente, plus il y a des chances qu'il y ait des meurtres qui accompagnent ces viols-là. Et donc c'est qu'à un certain moment, il y a eu un laisser-aller. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas eu de mesures correctives. Et ces viols se faisaient souvent dans le cadre d'alcoolisation de la société. Vous savez, on disait les marchés Moudadouin, les marchés qui commencent à 18h. Où les parents s'envoient avec leurs enfants. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais les viols se font là, sous l'effet de l'alcool. Et on a vu également que parmi les cas de crimes notés, la plupart des délinquants, des criminels étaient très jeunes. Moins autour de la vingtaine, vous voyez un peu. Et donc, c'est un phénomène de jeunes pris sous l'effet de la drogue, mais aussi, l'autre cause à rechercher, nous sommes dans une période électorale. Moi, le soupçon que je vois, il y avait eu des cas de tentatives de meurtre rituel. Et souvent, vous savez, dans nos sociétés primitives, lorsqu'il y a des échéances électorales, c'est l'occasion pour des gens de postuler. Et dans nos sociétés traditionnelles, on fait ce genre de meurtre lié au viol pour avoir la bénédiction de Dieu, pour avoir de la richesse, pour obtenir un trône qu'on convoite, vous voyez un peu. Et donc, lorsqu'on regarde les cas de viols perpétrés sur des mineurs pendant les périodes de guerre, surtout au Congo, malgré que les jeunes étaient drogués, ils avaient l'instruction de venir violer et assassiner. La question qu'il faudrait que la police qui a fait un très bon travail, il faut féliciter la police tchadienne et les autorités en charge de sécurité qui ont pris les malfrats, les assassins. Maintenant, c'est de creuser s'il n'y a pas de moutons noirs derrière cette affaire. Parce qu'il est vrai, ces jeunes sont drogués, c'est des jeunes délinquants, mais souvent ils sont utilisés.
La question, le soupçon, moi en tant que sociologue, j'ai un regard assez critique pour dire, est-ce qu'il n'y a pas des mains derrière cette affaire? Des gens qui demandent à ces jeunes de perpétrer, surtout des viols avec meurtre. Voilà un peu le premier diagnostic qu'on peut faire. Ok, Madame Raïssa, dites-nous tout simplement avec votre collectif Tambour de Silence qui s'est mis en place très rapidement par rapport à l'actualité. Tout à l'heure, on évoquait le fait que c'est un peu particulier que des jeunes filles, des jeunes de manière générale de différentes associations se retrouvent de manière spontanée pour mettre en place un collectif qui peut-être n'a pas encore eu l'agrément de fonctionner ou bien du moins de mener des activités. Mais du coup, déjà, vous avez fait un point de presse. Dites-nous véritablement sur quel aspect de la chose vous appuyez beaucoup plus dans votre lutte. Merci. D'abord, nous, je vais essayer de repartir un peu en arrière. Ok, allez-y. Parce que dans le temps, moi personnellement, en tant que fille et en tant que mère aussi, j'ai jamais vu des cas de viol et ensuite des viols et d'assassinats dans notre société, dans la ville et tout. Donc, ce qui s'est passé au début du mois et qui continue peut-être à se passer, mais que nous y aurons encore, est très, très, très pénible. Très pénible. Et nous, vu le viol de la maman qui partait à l'église, c'était un choc d'abord pour nous, qu'une maman aussi âgée puisse être victime de viol et ensuite d'assassinat, parce qu'elle est mère, elle a mis au monde ces garçons-là. Elle peut aussi être grand-mère de ces garçons, mais elle a été tellement martyrisée, traumatisée, elle a été assassinée. Et après cela, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'était la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Et pour éviter aussi que ça nous arrive à nous, pour éviter que ça arrive à nos mamans, à nos enfants, à nos petites sœurs. Alors, il a fallu qu'on se trouve entre filles et qu'on essaye d'en parler. Voilà, nous, on a décidé que venir et essayer juste d'en parler ne va peut-être pas résoudre le problème. Donc, il faut d'abord dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et après cela, on a décidé que notre plan d'action va être la sensibilisation tout autour de nous, ou soit dans nos ménages, parce que le viol ne se passe pas seulement dehors, ça se passe aussi dans nos propres ménages, mais que nous ignorons. Parce que certaines personnes ne peuvent pas en parler. Donc, notre sensibilisation doit se figer d'abord à parler de ça tout autour de nous et essayer de dire à ceux qui sont violés de ne plus garder le silence, mais d'en parler, de dénoncer, et que ces criminels, entre griffes, soient vraiment jugés. Et qu'on ne reste pas sans rien faire comme à l'accoutumée, et qu'on ne dise pas aussi que voilà, il a violé sa nièce ou sa petite soeur ou sa cousine et c'est entre familles, on doit arranger ça en famille, on doit arranger ça à l'amiable. Non, on n'est plus à ce niveau-là. Justement, s'agissant du côté droit, Madame Monodi Beldoum, qui est juriste et membre aussi de l'association des femmes, juriste du Tchad, est mieux placée pour nous donner des détails s'agissant de cet aspect-là. Surtout, j'imagine que ces derniers temps, avec l'actualité, votre téléphone, parce qu'il faut le dire que vous avez un dispositif pour recevoir des appels venant de partout, surtout sur des questions concernant la femme. J'imagine que votre téléphone n'arrête pas de sonner tout ce temps-là. Merci. Bon, par rapport au domaine législatif, il faut reconnaître que depuis la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le gouvernement a pris beaucoup de textes juridiques pour protéger les femmes. Donc, entre autres, il y a la loi 29 qui réprime le mariage précoce, le mariage d'enfants, c'est-à-dire le mariage avant que la fille ou le garçon ait atteint l'âge de 18 ans. Il y a aussi, par rapport maintenant au viol, il y a le code pénal qui réprime sévèrement le viol. Le viol, c'est un acte de pénétration sexuelle commis sur une personne avec violence
par la contrainte ou par la surprise. Donc, il y a des dispositions qui répriment dans le code pénal. Je crois que c'est l'article 349 et 350. Donc, le viol est puni d'un emprisonnement de 8 à 15 ans. 8 ans à 15 ans. Maintenant, pour le viol commis sur les mineurs, par exemple, il est puni de 10 à 20 ans. Le viol commis sur une femme en grossesse ou une personne malade mentalement aussi est puni de 10 ans à 20 ans. Le viol collectif, c'est-à-dire si c'est un groupe de personnes qui violent une femme, c'est la même peine, 10 à 20 ans. Et le viol commis par exemple, il y a des parents aussi qui violent leur propre enfant, les tuteurs, tout ça, c'est 10 à 20 ans. Mais si le viol entraîne maintenant la mort de la victime, l'article 350 punit cet acte de 20 à 30 ans. Donc, c'est pour dire que le viol, c'est un crime. Donc, c'est sévèrement puni par le code pénal. Vous avez donné tous ces détails, madame, mais on se pose bien des questions du genre qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement pour dissuader les uns les autres, ces criminels, on va les appeler comme ça, à ne pas commettre ces genres d'actes. Qu'est-ce qui n'a pas peut-être marché du point de vue de la loi? Est-ce que c'est le fait dans sa ratification en 1995, parce qu'il faut le dire, la convention que le Tchad a ratifiée date de 1995, a été appliquée, la Constitution en parle, comme vous avez donné l'article par exemple 275 qui dispose de tout cela. Est-ce que c'est la loi qui a des difficultés, qui peine véritablement à être pratiquée dans sa rigueur, ou bien qu'est-ce qui empêche, ou bien du moins ce qui encourage encore ces jeunes ou ce criminel à commettre des œuvres? Non, les cas de viol sont sanctionnés. À l'exemple de la cour criminelle qui a siégé en fin janvier et jusqu'au 20 février sur 75 dossiers. Il y a eu 45 cas de viol qui ont été jugés. Donc, si les viols sont dénoncés, je crois que les auteurs sont aussi poursuivis et punis conformément aux dispositions de l'article 350 du Code pénal. D'accord. Madame Dikoloum Né Moudalbaye, vous êtes de la CELIAF, votre organisation aussi fait beaucoup d'activités dans le sens aussi à sensibiliser, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez une très forte expérience, comme je l'avais évoqué tout au début de l'émission. Ça continue toujours. Est-ce qu'il y a matière à ce niveau-là de revoir un tout petit peu votre stratégie pour que peut-être le message puisse mieux passer? Vous pensez que peut-être que ça n'a pas été bien compris jusqu'à présent par les jeunes? Parce qu'il faut le dire que généralement ces auteurs, ces criminels sont des jeunes. Bien, merci. Nous avons remarqué que ces criminels présentés sont des jeunes. Et si on voit des jeunes, ça nous interpelle, nous, les mamans. Pas seulement les mamans, mais nous sommes aussi parmi la population qui vit cela. Et j'avais dit tout à l'heure que c'est quotidiennement que nous menons cette lutte-là. Nous menons cette lutte quotidiennement. C'est pour sauvegarder la vie de la société. C'est pour prévenir les dangers qui peuvent arriver à la population ou aux femmes. C'est par rapport à ça que nous sensibilisons. Nous faisons aussi le plaidoyer par rapport à ce que madame vient de dire. Nous ne cessons de faire le plaidoyer et nous allons continuer toujours à faire ce plaidoyer pour que toutes les lois soient mises en application. On a vu que beaucoup de lois sont ratifiées et appliquées, mais pas totalement. On pense que c'est pas peut-être appliqué totalement, ou bien c'est le problème des hommes qui l'appliquent, on ne sait pas. Donc la CELIAF est là,
c'est pour prévenir. D'accord. Et nous voulons que... Nous nous posons la question, pourquoi les jeunes maintenant, pourquoi ces crimes sont faits par les jeunes? Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas, chacun doit se poser cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que nous, les mamans, nous n'arrivons pas à éduquer nos enfants? Est-ce que les papas ont cessé d'avoir cette responsabilité? Est-ce que la population a cessé de jouer son rôle en tant que le rôle de la société? Est-ce que le gouvernement ou bien a cessé d'être le garant de la population? C'est là les multiples questions que nous nous posons. Donc je crois que nous sommes là et nous éveillons toujours les consciences pour que ces dangers arrêtent un peu. C'est surtout notre sécurité. Nous voulons la sécurité tout autour de nous. D'accord. Chers téléspectateurs, je rappelle que vous suivez le débat sur TV en partenariat avec le projet Voix de paix. Et ce soir, nous débattons sur la violence faite aux femmes. Quelle stratégie adopter pour atténuer le féminicide? Je rappelle que vous pouvez réagir par SMS à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Alors, Madame Raïssa, on revient à vous pour parler un tout petit peu de votre collectif Tambour de Silence. Tout à l'heure, on parlait des particularités parce que c'est d'abord spontané. Il y a aussi le fait que vous avez une particularité en vous adressant aux internautes, particulièrement aux réseaux sociaux. Vous pensez que c'est peut-être l'un des aspects que d'autres associations comme CELIAF et autres qui ont plus d'expérience n'ont pas vu, peut-être qu'ils sont peut-être plus âgés que vous et que vous misez beaucoup plus sur la jeunesse parce que c'est eux qui violent et autres pour mieux faire passer le message? C'est votre stratégie? Bon, c'est tout petit peu notre stratégie parce que je ne peux pas qualifier nos moments de vieilles ou soit plus âgés. Bon, ou de plus âgés, mais parce que juste on est juste dans un monde un peu digital de nos jours ou presque digital. Donc en général les messages ou les informations passent très rapidement quand c'est sur les réseaux sociaux que dans un livre ou dans un papier écrit comme ça et distribué. Donc on se dit, de nos jours, même nos mamans sont sur les réseaux sociaux. Nos papas, nos grands-frères, nos petits frères, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas juste parler et ne pas passer aussi sur les réseaux sociaux? Ça va faire une pierre deux coups parce que plus on parle et mieux on publie les informations ou soit on passe notre sensibilisation sur les réseaux sociaux et ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils peuvent bénéficier aussi de ce qu'on a comme message de leur transmettre et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils pourront le lire et s'ils trouvent intéressant, il y a aussi l'option partage en général sur Facebook et même sur presque tous les réseaux sociaux. Donc quand ils le lisent, ils peuvent aussi en parler à d'autres. Ils vont dire, ben, voilà, je viens de lire ça sur Twitter ou soit sur Facebook. Est-ce que tu as appris ça? Tu vois, ça passe un peu rapidement. D'accord. Alors, monsieur Auguste de Farcha qui nous écrit ceci, il a salué le panéliste et il dit, nous avons des problèmes dans notre pays à faire adopter et condamner surtout les violences basées sur les genres. Donc, quelle stratégie les leaders féminins peuvent adopter sur le respect de ce loi? Peut-être on va poser la question tout à l'heure à Madame la juriste pour mieux comprendre. Mais déjà, je reviens auprès de notre sociologue, Monsieur Bété Félix, pour comprendre un tout petit peu et surtout faire le lien avec l'extrémisme violent qui est aussi d'actualité, il faut le dire. Et justement, avec un tel phénomène qui prend de l'ampleur et les méthodes, surtout la mode opératoire de ce jeune, qui se ressemble de plus en plus, selon moi, à aussi les méthodes opératoires des extrémistes. Parce qu'on viole et en plus on prend le plaisir à tuer la personne, quelquefois décapiter. Le cas par exemple du bailleur qui l'a fait avec sa machette. Est-ce que nous ne sommes pas loin, à votre avis, de ce genre de phénomène? En effet, M. Mallory, il est clair que une des questions que posait la présidente de la CELIAF par rapport à qu'est-ce qui peut expliquer ça, c'est la faillite, c'est l'échec de l'éducation que la société tchadienne a voulu donner à sa jeunesse. On a échoué. Je crois que ça, c'est un constat patent. Si aujourd'hui, notre société ressemble à une droguerie ouverte, sortez de l'établissement, le kitoko, le sachet, le tramol est à côté. Sortez de l'établissement, le bar est à 3 mètres. Donc, déjà, les lois qui régissent l'implantation de débit de boissons et d'alcool ne sont pas respectées. Et pourquoi ne sont pas respectés? Voilà la question.
Est-ce qu'on a envie de saouler la jeunesse? Eh bien, c'est fait. Et donc, le terrorisme, c'est pareil. Cette jeunesse non éduquée, aujourd'hui, elle est à la merci de ces vendeurs des illusions. Mauvaise éducation, misère. Voilà. C'est pour ça que je disais, autant ces jeunes qui aujourd'hui sont dans le terrorisme sont téléguidés pour faire ces crimes, autant je soupçonne également que certains crimes qu'on a connus, étant dans une période de veille électorale, ressemblent bien à des crimes rituels africains. Est-ce que des gens ne sont pas des commanditaires de cela, qui utilisent ces jeunes-là? Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en Irak et en Syrie, Daesh a fait violer, assassiner des milliers de filles et de femmes appartenant à une ethnie, les Yézidis. Pourquoi? C'est devenu une arme de guerre. Et donc, il y a des instigateurs, il y a des gens qui donnent l'ordre avant que ces jeunes drogués, terroristes, ce qui s'est passé, mais il n'y a pas une différence avec le terrorisme, sauf qu'il est domestique, vous voyez un peu. Mais ça peut prendre de l'ampleur. Ça obéit à la même logique, vous voyez un peu. Exact. C'est la même logique. D'accord. Alors, tout à l'heure, j'évoquais, madame la juriste, le fait qu'on a l'arsenal juridique qui est là, on a des textes qui sont tellement beaux, les téléspectateurs viennent aussi de partager cela avec nous, et on se pose la question, est-ce que cela est sérieusement, suffisamment vulgarisé, et est-il vraiment connu de la population pour avoir un tout petit peu peur, on va dire ça comme ça, à votre avis? Vous pensez que ces textes sont véritablement vulgarisés? Oui, c'est là le problème de nos textes. Qui ne sont pas vulgarisés. Parce que très peu de gens connaissent le code que je viens de citer. Donc, il appartient surtout aux organisations de la société civile, qui sont les organisations féminines, les organisations de défense des droits de l'homme, de multiplier des actions de sensibilisation, de vulgariser aussi les textes pris par le gouvernement et surtout aussi de multiplier des actions de formation à l'endroit des forces de l'ordre. Moi, je voudrais revenir un peu sur les causes. Je crois que les principales causes des violences, entre autres, je citerai le statut peu valorisé de la femme dans la société. Parce que dans nos sociétés, il y a des normes, des attributs concernant les hommes et les femmes. D'une manière générale, par rapport au VBG, vous voyez que les femmes, je ne vous apprends rien, les femmes s'occupent le plus souvent des travaux, des activités, des travaux domestiques, des tâches domestiques. Et les hommes s'occupent des champs, ils sont les chefs de famille. Donc, dès la naissance, je veux dire, depuis le bas âge, le petit garçon est éduqué à l'action, à la bravoure, à être courageux. Alors que la femme est éduquée à la soumission, à l'obéissance, à devenir une future épouse. Et là, la femme développe le complexe d'infériorité. Par rapport maintenant aux cas qui sont survenus en janvier et février, moi je dis que c'est des actes de banditisme. Parce que après leur forfait, ces bourreaux sont allés jusqu'à donner la vie à leurs victimes. Et c'est extrêmement grave. Mais au-delà, il faut aussi voir la pauvreté. La pauvreté, parce que vraiment, nous vivons un contexte de crise économique, de crise sociale, de crise financière très très aiguë au Tchad. Le coût de vie est très élevé. Et partout dans les familles, il y a des diplômés sans emploi. Il y a des chômeurs dans presque toutes les familles. Donc ces jeunes, ils s'adonnent, comme vient de le dire le sociologue, ils s'adonnent à l'alcool, à la drogue. Et c'est ce qui est à l'origine même de l'insécurité et de ces viols aussi.
D'accord. Alors, Madame Raïssa, vous, de votre collectif Tambour de Silence, qu'est-ce qui se fait déjà en prélude de la Semaine nationale de la femme, surtout que c'est acheté par cette actualité. On est vraiment désolé, mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qui se prépare déjà pour commencer cette Semaine nationale de la femme comme activité, surtout tenant compte de l'actualité? Bon, pour notre part, ce qui se prépare en prélude de la Semaine internationale de la femme, on aimerait d'abord mettre en place notre stratégie de sensibilisation qui consiste à d'abord nous rapprocher des autres femmes qui œuvrent dans le même sens ou qui luttent dans le même sens pour notre bien-être. Et derrière ça, on aimerait parler de droits de la femme, faire reconnaître nos droits aux autres femmes. Même aussi petites qu'elles soient, il faut qu'on en parle pour qu'elles comprennent et qu'on évite de garder toujours le silence, comme je l'avais souligné tout à l'heure. Et là, nous, on a voulu avoir une table ronde où on peut inviter nos mamans qui ont déjà l'expérience et qui peuvent facilement nous sensibiliser nous aussi. Et à notre tour, on aimerait parler de ces choses-là et dire à nos autres sœurs, à nos filles, à nos petites sœurs ou à nos aînés même qui ne sont pas encore conscientes ou qui ne comprennent pas encore leurs droits, de se lever et de chercher des activités à faire et ne pas rester comme ça. Parce que le fait qu'on soit juste une femme au foyer, comme l'a dit la juriste tout à l'heure, ça renvoie à cette soumission-là que nous voulons éviter, que nous voulons briser carrément. Parce que si on fait quelque chose de notre vie et qu'on est marginalisé, on est maltraité, on peut avoir le courage d'en parler. Mais quand on n'a rien et qu'il n'y a que le monsieur qui s'occupe de nous ou papa qui s'occupe de nous, on est obligé de garder le silence. Malgré tout ce qu'on nous fait, tout ce qu'on nous inflige, on n'a pas ce courage-là parce que de tendance, on dit, mais je vais aller où ? S'il me torture ou il me viole ou il me maltraite, où est-ce que je vais aller? Je n'ai nulle part où aller. Par contre, si on a une activité qui nous permet au moins de nous prendre en charge, on peut aussi lui dire, mais j'ai essayé de supporter mon quotidien ou soit toutes les violences qu'on m'inflige d'abord chez moi. Parce que nous, dans notre collectif, on ne veut pas seulement rester dans cet aspect-là de viol et d'assassinat, mais on veut aller un peu au-delà parce que ce sont les violences dans nos ménages-là qui conduisent maintenant au viol et puis aux assassinats. D'accord. Donc, c'est ce que nous, on aimerait vraiment faire. D'accord, chers téléspectateurs, je rappelle que vous pouvez envoyer juste un SMS et non nous appeler en direct parce qu'on reçoit juste vos SMS qui s'affichent, le numéro s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire pour donner votre réaction par rapport à la thématique de ce soir, de cette émission, le débat violence faite aux femmes. Quelle stratégie adopter pour atténuer le féminicide en partenariat avec le projet Voix de Paix? Alors je reviens rapidement à vous, Madame Dikoloum Moudalbaï, CELIAF, chaque mars, surtout 8 mars, on organise beaucoup d'activités. La même question que j'ai posée tout à l'heure à Madame Raïssa. Est-ce que cette année, ça sera très, très particulière, la commémoration? Il y a quoi véritablement au menu? Parce qu'il y a un téléspectateur qui nous dit si ça aurait été lui, c'est la fête 2020 n'aura pas lieu. Vous devez juste marcher et que protester contre ces actes. Point final en fait. Ok. Bon, je voulais aussi aborder d'abord le problème de cause. Moi, j'ai dit, c'est l'envie de tuer. Imaginez, quand les gens sont là, ils ont envie de tuer. Ça fait peur. C'est l'envie de faire du mal à autrui. Les jeunes qui se mettent dans ça. Moi, ce qui m'a tellement choqué encore, une femme d'une soixantaine, on la viole pour avoir quoi? Vous voyez? On la viole, c'est pour quel intérêt? Et la fille qui est violée, et on a mis un billet dans sa bouche. Imaginez. Est-ce que les gens ont encore le sens humain? Et là, je dis que ça fait très mal. Et CELIAF cette année, effectivement, va fêter de sa manière. C'est-à-dire?
Surtout... nous n'allons pas défiler, mais nous allons nous asseoir dans notre siège et méditer notre sort. On va méditer. Parce que ce qui est arrivé à la dame de soixantaine, à une jeune de vingtaine et à une autre de telle, demain c'est nous. Demain ça sera nous. Alors quel est notre sort? Donc nous allons méditer. Nous n'allons pas défiler. Mais nous avons un thème autour de tout ce qui se passe comme violence faite aux femmes et tout ce qui s'est passé maintenant. Mais un thème en liaison avec aussi le genre, parce que le thème international, c'est le genre, enjeux, défis et perspectives. Donc, nous allons méditer et voir quelle stratégie encore mettre en place. Trouver d'autres stratégies de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Trouver d'autres stratégies. Et nous allons mesurer toutes les activités que nous avons eu à faire par rapport des activités de formation, de sensibilisation que nous avons eu à faire. Parce que maintenant, nous sommes dans 19 régions. Ça signifie que nous sommes presque dans toutes les régions. Et si aujourd'hui, nous voyons que dans la capitale, les femmes sont menacées de la sorte, combien de fois en province? Donc, nous allons faire une méditation tout autour de ça et trouver d'autres stratégies. Ces crimes-là, ce ne sont pas à N'Djamena seulement. C'était quand on a écouté qu'en province même, il y a eu des viols, il y a eu des... C'est-à-dire que c'est généralisé. Et si c'est généralisé comme ça, ça fait peur, comme a dit le sociologue. Donc, il faut trouver des stratégies. Justement, continuons, abordant dans le sens de stratégie. Monsieur Bété Félix, vous pensez que la stratégie d'aborder les questions de violence basées sur les genres dans notre pays, peut-être réactualiser ça? Oui, en effet, il est clair qu'aujourd'hui, avant d'aborder cette question de réactualisation de la politique de lutte contre les violences basées sur le genre, je veux revenir à ce que Madame la Présidente disait. Le second cas, pour moi, est presque à 100% un crime rituel qui s'est déroulé. Le fait d'avoir violé la fille, la tuer et lui foutre un billet dans la bouche, ça c'est un crime rituel. C'est toutes les caractéristiques des crimes rituels commandités. Vous savez, il y a eu deux cas. Il y a un crime rituel de Doba où deux jeunes ont été payés, commandités par quelqu'un ici à N'Djamena. Jusque je dis, on ne sait pas où cette affaire piétine. Certainement un jeune homme, à une dizaine d'années, qui a failli être assassiné de manière par un crime rituel. Et lorsque le présumé assassin, on est allé chez lui, on a trouvé des documents d'un parti politique, imaginez. Voilà. Donc nous sommes un peu... Il faudrait que les gens aient le courage de dénoncer, de dénicher les commanditaires. Et comme vous dites, l'envie de tuer, non. L'être humain n'a pas envie de tuer. Vous savez ce qui nous caractérise fondamentalement en tant qu'humains et qui fait la différence avec les animaux, les chiens, les chats, les lions, les panthères, ce que nous avons une caractéristique, Dieu nous a appelé, c'est l'empathie. Un homme normal n'a pas envie de tuer un autre. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Lorsqu'un homme développe cette attitude, c'est souvent l'homme normal n'est pas fait pour agir ou, comme vous voyez un peu, poursuivre une femelle et monter dessus. C'est le coq qui le faut, les chiens, les ânes se poursuivent, s'arrêtent et se violent. Mais les humains, c'est civilisé ça. Bon, il y a certains groupes ethniques qui poursuivent encore les femmes en brousse et les prennent pour le mariage, mais c'est barbare ça. Ça relève du nilotique. Est-ce que vous savez un peu? Ça, c'est des choses de l'Antiquité. Mais il y a des qui disent encore c'est leur coutume. Ce n'est plus leur coutume. C'est la coutume des animaux. C'est la coutume des oiseaux, des poulets, voyez un peu, des chats. Ce n'est plus les êtres humains. Donc, il faudrait qu'entre nous et les animaux, il y ait une différence. Donc, certaines pratiques, parfois, il y en a qui parlent de pesanteur. Il n'y a pas de pesanteur. Est-ce que ça doit commencer depuis la maison? Ça doit commencer les responsabilités, en fait. Oui, mais on dit souvent que lorsque vous avez une locomotive
quitterait le train, eh bien c'est la locomotive qui doit impulser. L'état actuel des choses nécessite que le leadership prenne les choses en main. D'abord le leadership féminin, comme un peu partout ailleurs, que tout le monde s'y implique, et qu'il n'y ait plus à trouver des arguments fallacieux. Ce sont nos coutumes, ce sont nos présenteurs. Vous voyez un peu, parfois il y a eu démission de l'autorité publique. Il y a pas longtemps, j'ai eu l'honneur de participer au forum de haut niveau. C'est le fait sur les questions de normes discriminatoires et les stéréotypes sexistes. Nos coutumes. Mais on va aller où avec ça? Ça c'est marche arrière. Il faut qu'on arrête. Donc pour moi, je crois qu'il y a parfois des confusions lorsqu'on débat avec des gens. Les gens disent que ce sont nos coutumes. Est-ce que les gens savent? Lorsque nous, les Noirs, on était en Égypte, mais les femmes étaient déjà leaders. Les femmes étaient même des déesses. Est-ce que vous voyez un peu? Aujourd'hui, c'est un recul. On est revenu dans la préhistoire. Donc, il faut qu'on sorte, qu'on évite le marche en arrière. Maintenant, il faut marche en avant. C'est que souvent, notre société fonctionne avec la marche arrière. Ça ne marche pas, ça. Et donc, je crois qu'il y a aussi un débat intellectuel à encadrer. Il faut une pensée qui guide ça. Parce que les gens sont perdus. Regardez dans nos sociétés. Catholique, ça dit qu'ils vont te tuer, ça dit à partir de cette génération, ça dit les gens se retrouvent, se tuent. Parce qu'ils ne savent pas. D'accord. Voilà un peu. Donc il y a des choses qu'il faut décortiquer. Pour qu'on ne dise pas que ce sont nos coutumes. Non, c'est des coutumes barbares que les autres aussi ont abandonnées. La question de contraception, nos parents faisaient ça en Égypte. D'accord. Voilà. Donc je voudrais qu'il faut que, de façon, comment dirais-je, rationnelle, notre société se purifie et tout ce qui est saleté, on laisse aux animaux, on laisse aux poulets. Nous sommes des aigles, on doit se lever. D'accord. On doit voler. D'accord. Voilà. Alors, Madame Raïssa, je me retourne vers vous. Collectif Tambour de silence organise mener des activités les jeunes à comprendre. Vous avez évoqué certaines activités sur les réseaux sociaux, je suis parfaitement d'accord. Je suis dans le concret. Parce que je me dis, CELIAF le fait depuis longtemps. Je me dis, les femmes juristes le font, et tant bien d'autres associations le font, sensibiliser encore et encore, faire des plaidoyers. Mais malgré tout ça, comme le sociologue l'a dit, on est en train de reculer. À ces niveaux-là, pour chuter, et peut-être pour conclure tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour amener véritablement les jeunes Tchadiens à être ce jeune-là qu'on a connu peut-être par le passé et poli, bien évidemment. D'accord. Bon, tout d'abord, ce que moi j'aimerais dire, c'est que avant d'être jeune, on est d'abord bébé et ensuite on est enfant. Et après on devient jeune. Et il faut maintenant arrêter de dire le sexe, c'est un sujet tabou. On ne doit pas toucher. Non, il ne faut pas lui parler de sexe parce que si on lui dit maintenant ce que c'est, avec le temps, il va faire ceci, il va faire cela. Non. Il faut faire comprendre à l'enfant tout de suite ce que c'est. Ça, c'est un. De deux. Il faut aussi faire comprendre à l'enfant, que ce soit une fille ou un garçon, ce que c'est que le droit d'une femme, la valeur d'une femme. Une femme n'a pas la même valeur qu'un homme. Parce que sans une femme, on est vous, en tant qu'homme, vous n'êtes rien. Et nous, en tant que femme, si on n'est pas là, il n'y aura pas de nation. Parce que la femme est dite la mère de la nation. Donc on doit faire comprendre à nous. C'est atroce. Et on doit en parler. Que ça doit commencer. Donc nous, à notre niveau, on est dans les ménages, on est avec nos parents, on a aussi des enfants. Donc nous aussi, on doit parler de ça à nos papas, qu'ils doivent parler de ça à nos petits frères. Parce que si, à notre niveau, on refuse, on garde le silence aussi, c'est comme si on aimerait que ça s'arrête, comme l'a dit le sociologue, on aimerait qu'on recule, qu'on n'avance pas. Donc si le papa t'a mis au monde et que tu peux lui faire comprendre certaines choses, il ne faut pas hésiter. Parce que c'est ça qui peut aussi nous aider, nous tous.
D'accord. Alors, Madame Molodine Beldou, juriste, nous revenons sur les lois, les textes, encore une fois de plus, beaucoup de sont jugés. Est-ce qu'il n'y a pas lieu véritablement de les montrer comment ça se passe, peut-être sur des chaînes mieux vulgarisées, pour que les gens comprennent que si jamais vous le faites, voilà votre sentence, voilà ce qui se passe. On apprend toujours sur les médias, juste après que voilà, ils étaient condamnés, et est-ce que véritablement ils ont purgé leur peine? C'est toujours la question qui revient sans cesse. À ce niveau, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, mais ça c'est le travail du juge. Et là, on dit que l'instruction est secrète, on ne peut pas les présenter comme ça pour que les gens les regardent. Non, on fait l'instruction qui peut durer peut-être 6 mois minimum ou plus. Les gens à venir suivre le procès, mais seulement on constate que les gens ne s'intéressent pas au procès. C'est ça aussi. D'accord. Alors, je ne sais pas comment, il faut encore faire une autre vulgarisation. Mais sinon, on peut passer au niveau du palais de justice, voir s'il y a les sessions criminelles et aller suivre comment ça se passe. Là, ça se prend en public, dans une grande salle. Donc, tout le monde peut aller assister et suivre comment on juge ces bourreaux, ces présumés auteurs. D'accord. Mais déjà, je suppose que l'association des femmes juristes du Tchad est en train aussi de revoir aussi, vous revoyez un peu votre politique, votre stratégie pour mieux toucher et amener les jeunes à changer de comportement? Oui, nous organisons beaucoup plus de causeries, débats à l'endroit des jeunes, à l'endroit des populations, en faveur des femmes aussi, des actions de sensibilisation. Et là, nous avons aussi un centre d'écoute qui essaye de régler les litiges, surtout les litiges conjugaux. Et les femmes viennent se plaindre. Elles réclament, par exemple, la pension alimentaire, la prise en charge des enfants. Elles se plaignent, elles réclament la chargée d'écoute. Elle essaie de faire la différence entre les affaires civiles et les affaires pénales. Si c'est une affaire civile, telle que la pension alimentaire, elle cherche à régler à l'amiable. Et si elle arrive à concilier les parties, elle dresse un procès verbal de conciliation. D'accord. Au cas contraire, elle oriente le dossier au niveau des juridictions. Donc là, on est submergé. On a beaucoup de cas beaucoup de victimes, femmes qui se plaignent au niveau du centre d'écoute aussi. D'accord. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de suivre ITV et l'émission c'est le débat en partenariat avec le projet Voix de paix ce soir pour commencer à prélude de la semaine autant pour moi de la femme, car quelle stratégie adopter pour atténuer le féminicide? Déjà, vous pouvez continuer à nous envoyer vos réactions sur le numéro qui s'affiche au bas de votre poste téléviseur et continuez aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir peut-être en direct ce débat. Et nous revenons tout de suite à Madame Molodine, j'allais dire tout simplement Madame Dikoloum, née Moudalbaï, présidente de CELIAF Antenne de Ntiamenon, pour savoir est-ce que véritablement vous travaillez en synergie avec d'autres associations comme l'association des femmes juristes du Tchad pour ce genre de situation, sur ce genre d'événements, pour avoir une action commune afin véritablement du moins atténuer ce fléau. Dans CELIAF, donc, ce que la FJT fait, elle met au courant la CELIAF et la CELIAF, c'est la FJT aussi. Donc, nous travaillons collégialement dans le cadre
de lutte contre les VBG. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, on va faire le dernier peut-être tour de la table avec notamment le sociologue Félix Mbete, peut-être rapidement et les aspects concernant la violence faite aux femmes et surtout parlant de l'actualité avec les cas de viol et meurtres par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir et surtout s'agissant de l'extrémisme violent, parce qu'il faut le dire pour ceux qui ne le savent pas, le projet Voix de paix travaille dans le sens à réduire l'extrémisme violent dans parce que ce sont des violences extrêmes et qui a lieu en conclusion véritablement de faire un travail afin d'atténuer. Oui, avant de revenir donc sur cette question assez pertinente pour la relation avec l'extrémisme violent, je voulais abonder un peu dans le sens de Madame la juriste, représentante des femmes juristes, c'est que ce qu'on observe en Afrique en général, au Tchad en particulier, c'est que les juristes, surtout mon ami le professeur Amatas le dit, travaillent sans des sociologues, sans des personnes qui ont la notion de l'esprit des lois. Un exemple. Vous allez dans un village où tout le monde fume. Vous voulez mettre une loi pour la lutte contre la cigarette. Mais vous savez que ça ne marche pas. Dans une société où tout le monde vole, vous voulez faire une loi de lutte contre le vol. Mais Sœur Montesquieu disait toujours qu'une loi ne peut s'appliquer que lorsque les conditions sont réunies. La question de violence basée sur le genre, comme je le disais, où aujourd'hui, elle est rampante. Si vraiment le Tchad pouvait avoir un observateur, un genre de truc, mais ça serait affolant ce qui se passe sous la cendre. Et donc, il y a d'abord une question de régler le taux de prévalence de cette affaire. Oui. Pour que les gens comprennent qu'il faut d'abord minimiser. Il faut d'abord prendre des mesures avant que la loi ne puisse s'appliquer. Donc c'est ce que, souvent aujourd'hui, comment vous voulez que les gens... Et puis, les lois sont des trucs aussi qui relèvent un peu... Voilà un peu pour dire que souvent, on est très content. On vote des textes que les gens ont validés au niveau international. Nous aussi, on vient, on dit que nous aussi, on est dedans. Mais on ne peut pas être dedans, puisqu'on n'a pas préparé le terrain pour ce qu'on veut s'aimer, mais on a vu qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a rien, mais on s'aime quand même. Donc voilà, c'est pour dire qu'à la question de loi, il n'y a pas l'esprit des lois. Maintenant, par rapport aux relations à l'extrémisme violent, vous savez comment les ouragans commencent? C'est dans un verre d'eau. Hein. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, vous voyez les petits trucs là, que le vent commence à travailler. Et puis on le regarde, et puis ça grandit, ça évolue. Et puis après, c'est 180 km à l'heure. Voilà, doucement. Et donc, c'est comme ça que le terrorisme naît. Des gens drogués violent les femmes, les assassinent, on les arrête, on les libère, vous voyez, ils reviennent, et puis ils disent, bon, mais c'est bien, ceux qui les ont payés ne sont pas inquiétés. Et puis petit à petit, et puis ça devient hors de contrôle. Ouais, un peu. Il faut rapidement circonscrire l'affaire. C'est pareil comme le cancer. Les médecins vous le diront, ils appellent béni et malign. Mais il faut le neutraliser avant, quand ça devient malign. Là. On ne peut plus rien faire. C'est pour ça que si on laisse, mais ça va devenir malign. C'est carrément le processus. C'est déjà de la terreur qu'ils sont en train de faire. Moi, quand j'étais terrorisé personnellement. Ouais, un peu. Et les moments, donc, c'est déjà le terrorisme, la manière dont ça se fait. D'accord. C'est les autres pour pouvoir réagir automatiquement à la situation actuelle, surtout à la violence faite aux femmes avec les viols, les cas de viol ces derniers temps. Pour sortir de cette émission, peut-être en conclusion rapidement, quelques dates d'activité peut-être dans la semaine, dans les jours à venir, qu'on peut bien convier, surtout les activités phares que vous menez. Oui, bon, par rapport aux activités que nous menons, je pense que au début de la semaine qui arrive, on va
on va faire des publications, certaines publications, pour permettre aux internautes de mieux nous comprendre et d'essayer aussi de comprendre nos luttes. Voilà. Et l'autre je dis par là intime parce que même si tu es à la cuisine et que tu appelles ta fille pour qu'elle essaye de nettoyer un peu l'oignon, essaye de lui demander si est-ce que telle personne a essayé de la toucher pour essayer de juste comprendre ce qui se passe avec nos enfants. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci à vous et on espère que ça va porter de fruits. Je vous en prie, on revient à Madame Monodine Beldoum, juriste, membre de l'association des femmes juristes. Peut-être rapidement, en guise de conclusion, un message à passer à l'endroit de tous ceux qui nous, chers les téléspectateurs, ceux qui nous suivent depuis de chez eux. Merci. Moi, je dirais que la personne humaine est sacrée et inviolable. Donc, protection des personnes et de leurs biens. Par rapport aux deux cas, ils se sont fait illustrer. Donc, on les encourage à continuer dans ce sens. La population aussi, parce que ces bandits, ces criminels vivent au sein de cette population. Il faut qu'on les dénonce. Il faut que la population coopère avec les forces de l'ordre. Et pour les organisations de la société civile, il faut continuer à vulgariser, à dénoncer, parce que ces organisations se sont engagées pour aussi promouvoir, défendre, protéger les droits des personnes vulnérables. Je vous remercie. Merci aussi à vous et on va finir peut-être avec une question comme ça, avec les forces de sécurité allant dans le sens à prévenir ou bien à lutter les VBG. Oui, effectivement, nous les invitons à nos activités. On avait eu à organiser des activités concernant les hommes de droit, j'ai dit droit de l'homme. Les forces de défense de sécurité. Défense, effectivement. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est bien que ces présumés soient condamnés. Mais il y a déjà mort d'hommes. Il y a les hommes qui sont morts 3 heures ou bien 5 heures, on ne sait pas. Donc que la nuit, que ces forces de l'ordre de grâce, qu'ils font réellement la patrouille. À partir de 4 heures, 5 heures, c'est là où il y a toujours les viols. Donc on leur demande, c'est bien de les trouver. Et il faut les condamner. Et on sait que la justice fera son travail. Mais maintenant, que les autres viols n'arrivent plus, que les autres meurtres n'arrivent plus, parce qu'on compte sur les forces de l'ordre. À partir de maintenant, nous comptons vraiment sur eux pour qu'on n'écoute pas à partir de maintenant ou demain qu'il y a encore une femme qui a été violée ou une fille qui a été torturée ou une fille qui a été déchirée. Nous manque. Et il faut que la population soit vraiment vigilante. Si quelque chose arrive à mon voisin, je dois réagir immédiatement. Si le voisin est en danger, moi en tant que voisin, je dois intervenir. Et il faut que la population s'organise de telle sorte que quand il y a quelque chose dans un quartier ou dans un arrondissement, que ce quartier-là, les gens sortent massivement. Parce que c'est parce que cet incivisme, l'amour du prochain n'existe pas. On pense que l'autre n'est pas comme moi. Ou bien il n'est pas Mais nous sommes tous tchadiens. On doit se défendre par rapport à tel ou tel. Nous avons le même sang. Donc, de grâce que la population
organisations qui, quand il y a quelque chose qui sonne, tout le monde est dehors. Ça prouve que ces gens-là vont cesser. Mais c'est parce que nous ne faisons pas ces secours aux uns et aux autres. Donc, je demande à toute la population de N'Djamena comme ailleurs, d'être solidaire, d'aimer le prochain, et l'amour du prochain fait l'amour du pays. D'accord. Merci. Alors, c'est sur cet appel que, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous terminons ce débat axé sur la violence faite aux femmes. Quelle stratégie adopter pour atténuer le féminicide? Nous vous remercions, chers panélistes, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à l'équipe technique. L'intégralité si vous venez de nous prendre en marche, par exemple. Donc, merci encore une fois de plus à vous. Bonne soirée et sur